Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français, enregistré le jeudi soir très tard, diffusé le vendredi 3 au matin. Aujourd'hui, on parle des nouveautés des 2 dernières semaines. On va parler de Outpost, de S3, de ECS et évidemment un peu d'IA générative avec Amazon Q. C'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue, merci de nous écouter tous les vendredis matins. Nous sommes disponibles, vous le savez, dans toutes les bonnes applications de podcast, Deezer, Spotify, YouTube, Apple, sur le web également. Parlez-en autour de vous, parlez-en à vos collègues, à vos amis. Vous avez des collègues, vous avez des amis, ils seront certainement intéressés s'ils travaillent dans le même domaine que vous, d'écouter les nouvelles d'AWS une semaine sur deux. Vous savez, je reçois un ou une invitée pour parler de ce qu'ils font, de ce qu'ils déploient, de ce qu'ils fabriquent sur AWS. Et puis une semaine sur deux, on essaye de passer en revue l'actualité des 2 dernières semaines. Un épisode enregistré dans des conditions un peu spéciales ce jeudi soir 2 octobre. Non pas parce qu'il y a une grève quelconque, mais parce que je suis dans une chambre d'hôtel. J'assiste cette semaine à une conférence qui s'appelle Server-Side Swift, où on parle de programmation en langage Swift et on déploie sur le serveur. Et c'est marrant de voir tous ces talks qui parlent de déployer sur le serveur, où souvent le serveur, c'est AWS, c'est ECS, KS, c'est Lambda, c'est DynamoDB, et de voir la communauté et l'écosystème qui existe également. Swift, si vous connaissez pas, c'est le langage de programmation qui a été créé il y a 10 ans par Apple, qui est open source maintenant, qui sert aussi bien pour Android que pour du développement côté serveur, que pour du développement d'outils en ligne de commande, que évidemment pour les applications que vous avez sur votre téléphone, si votre téléphone est de marque Apple. Je parlais d'ECS, il y a justement une nouveauté cette semaine sur ECS, avec l'annonce d'un nouveau mode de déploiement ECS. Donc ECS, c'est Elastic Container Service, c'est ce service qui vous permet, un des nombreux services qui vous permet de déployer des containers de façon gérée. Beaucoup de clients qui me disent d'ailleurs, tiens, c'est plus facile à utiliser que Kubernetes, et peut-être que j'ai pas besoin de tout ce que fait Kubernetes et Amazon ECS convient très bien. Eh bien, ECS jusque récemment avait 2 modes, soit de vous fournissiez des instances à ECS, des instances EC2 où il pouvait déployer ces petits pods, on appelle pas ça des pods dans le monde ECS, ces pods ça vient de Kubernetes, mais vous avez compris, déployer ses containers, ses services, ou bien il gérait entièrement les instances EC2, c'était le mode Fargate, aussi connu sous le nom serverless. Eh bien, il y a quelque chose au milieu, et c'est marrant parce qu'en lisant la nouvelle, j'ai vraiment pensé, tiens, c'est entre les deux, et puis je vais voir dans la console comment c'est, et l'option se situe entre les deux. À gauche, on a Fargate, à droite, on a vous gérez vous-même vos instances EC2, et au milieu, c'est Fargate, mais avec des instances EC2. Donc il y a quand même des instances EC2, mais c'est nous qui les gérons, qui allons les scaler, qui allons automatiquement choisir le bon type d'instance en fonction du workload, en fonction de l'application que vous allez déployer. Donc c'est une nouvelle option si vous gérez des clusters EC2, comme ça vous ne devez pas gérer ces instances manuellement et mettre à jour les EMI, les patchs, etc. Mais c'est pas du full serverless non plus, c'est avec des instances EC2. C'est vraiment un mode hybride, c'est intéressant. Je vous invite à aller voir le blog post dont le lien est évidemment dans les notes de ce podcast. Je vous ai dit qu'on parlait d'S3 également. Il y a plein de choses qui vont venir sur S3. Je peux pas encore vous en parler. Mais ce qui est déjà sorti, c'est 2 changements. Un dans la protection contre les malwares. Vous savez, il y a ce service qui s'appelle WarDuty Malware Protection for Amazon S3, qui scanne vos buckets S3 pour détecter des malwares qui auraient été uploadés sur vos buckets S3. La limite d'un fichier passe de 5 GB à 100 GB. Et la limite des archives à tester passe maintenant à 10 000 fichiers par archive, là où c'était 1000 fichiers avant. Donc plus de capacité pour scanner vos buckets avec Malware Protection dans WarDuty. Et l'autre nouveauté sur S3 est intéressante aussi, parce qu'on S3 évolue de plus en plus vers un système quasiment transactionnel, puisqu'il est synchrone maintenant, ce qui n'était pas le cas tout au début d'S3. Et on rajoute maintenant des conditional delete sur les buckets normaux, les buckets généraux. Donc en gros, on va vérifier si un fichier a changé avant de l'effacer. Ça se fait avec un if match, donc un header HTTP qu'on rajoute dans la requête à S3, et on fournit le hash, le e-tag de l'objet qu'on veut effacer. Et si jamais il est plus le même, ça veut dire qu'une autre traite, une autre application, un autre client a changé cet objet, donc on va pas l'effacer. C'est un peu de
de l'optimistic concurrency, de concurrence optimiste appliquée à l'effacement des fichiers sur S3. Ça vous permet de construire des applications qui sont hautement concurrentes avec beaucoup de clients qui lisent et écrivent sur le même bucket en même temps pour être certain que vous n'allez pas aller effacer par erreur un fichier, un objet qui vient d'être effacé. Outpost. Outpost, c'est un rack de matériel que vous pouvez mettre dans votre data center avec du stockage, avec du compute. Donc, vous pouvez démarrer une instance sur ce rack, une instance EC2. Vous pouvez démarrer une base de données RDS et d'autres services sont disponibles sur Outpost. Sauf que ça tourne chez vous, dans votre data center connecté à votre réseau. Et donc, ça permet de faire tourner des workloads avec la même facilité, la même automatisation. Je pense à l'infrastructure as code, par exemple, à CloudFormation, etc. que si c'était dans le cloud, sauf que c'est déployé chez vous et donc c'est extrêmement proche du reste de vos data et de vos applications et ça peut y accéder avec une très faible latence. Alors qu'est-ce qui est de nouveau sur Outpost? Parce que Outpost c'est pas nouveau, c'est la possibilité de se plugger sur des storage arrays, sur des baies de disques externes, parce que si vous mettez un Outpost dans votre data center, alors il y a peut-être des applications qui vont tourner sur l'Outpost qui vont utiliser EBS, S3, comme les applications cloud, mais c'est peut-être aussi pour accéder à des données locales dans votre data center. Et donc on offrait déjà la possibilité de se connecter depuis un Outpost sur un NetApp on-premise ou un Pure Storage Flash Array, donc un groupe de disques. Et on rajoute le support maintenant de Dell PowerStore et de HP, les fameux HP Alletra Storage. Donc ce sont des énormes armoires de disques, des systèmes de stockage connectés par fibre typiquement et qui vont pouvoir s'attacher à vos outposts dans vos data centers. Je vous avais dit qu'on va parler un peu d'IA également. Je commence par les Large Language Models. Il y a plein de nouveaux modèles qui sont disponibles sur Amazon Bedrock. Donc Bedrock, c'est ce service qui permet d'accéder à des modèles avec un simple appel d'API, très très facile à utiliser pour nous, les développeurs, les développeuses, parce qu'appeler une API, ça on sait faire, tandis que déployer un modèle, on ne sait pas nécessairement. Alors, je caricature un peu, Bedrock peut faire des tas d'autres choses, comme l'entraînement, le fine-tuning de modèles, des guardrails, des knowledge base, donc du RAG, et des tas de choses comme ça. Mais il offre surtout accès à des tas de modèles, les modèles de Claude, les modèles de Meta comme Llama. Vous pouvez amener vos propres modèles de Hugging Face, par exemple. Eh bien, sur Bedrock, maintenant, il y a les modèles Qwen, il y a les nouveaux DeepSeek V3.1, il y a des nouveaux modèles de Stability AI pour générer des images, donc ça vous donne encore plus d'accès. Et puis le modèle dont tout le monde parle cette semaine, c'est Anthropic Claude Sonnet 4.5. Alors Anthropic le positionne comme étant évidemment le plus beau, le plus grand, avec la plus grande fenêtre de contexte, avec le plus de précision sur tous les benchmarks, comme à chaque fois qu'il y a un nouveau Large Language Model qui sort. Ça commence à m'ennuyer un peu. Il a l'air d'être bien positionné, je dis il a l'air parce que je l'ai pas encore essayé vraiment, pour des rôles agentiques et des tâches agentiques. Et d'ailleurs, il est très probable qu'il apparaisse très prochainement dans Amazon Q Developer. Vous pourrez choisir entre Claude Sonnet 4 ou 4.5, c'est pas encore là, mais ça ne saurait tarder. Alors tant que je parle d'Amazon Q Developer, deux nouvelles choses que j'aime beaucoup. Le support des Remote MCP Server. Donc les serveurs MCP, donc Amazon Q Developer dans dans JetBrains ou dans Visual Studio Code est maintenant un client, est déjà un client MCP, mais jusqu'à présent il pouvait parler qu'à des MCP serveurs qui tournaient localement sur votre machine. Maintenant il peut également parler à des MCP serveurs distants par HTTP. Attention à l'authentification également. Je vous mets le lien dans les notes du podcast. Et puis une petite feature qui est apparue, même pas une note, c'était juste un pull request sur GitHub, parce que Amazon Q en ligne de commande est open source, une feature qui s'appelle la tangente. Parfois dans une conversation on a envie de prendre la tangente. On est en train de parler avec Amazon Q, on échange des idées, il nous raffinit un design, génère du code, etc. Et puis on voudrait explorer quelque chose d'autre, on a une autre idée, etc. Jusqu'à présent, moi ce que je faisais, j'ouvrais un nouveau tab dans mon terminal, je lançais un autre Amazon Q, pour ce truc-là, pour pas polluer mon contexte de conversation. Ben maintenant, on peut taper /tangent et c'est comme s'il démarrait une autre thread, quoi. On va pouvoir lui poser une question en dehors du contexte de la question originale. Il va nous répondre et puis quand on a fini, on retape /tangent et on revient. C'est un peu comme des branches dans GitHub, mais avec les conversations sur Amazon Q. C'est une feature
expérimental, vous devez l'activer. Je vous mets le lien évidemment dans les notes du podcast qui explique comment l'activer. Il y a une commande à taper pour activer le feature flag, et puis vous pouvez ainsi essayer Amazon Q Tangent. Eh bien voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine. Il n'y avait pas grand-chose, et puis je suis en déplacement aussi, donc un épisode pas vraiment enregistré dans les conditions habituelles. J'espère que ça s'entendra pas trop et que vous m'écouterez quand même dans de bonnes conditions, où que vous soyez pour nous écouter. La semaine passée, on a parlé d'Engie. Si vous gérez des identités à large échelle, allez écouter l'épisode de la semaine dernière, 100 000 identités gérées avec Identity Center. Et la semaine prochaine, on va parler de Compute Optimizer, ce service qui vous fait des recommandations sur les bonnes tailles d'instances EC2 à utiliser après avoir analysé vos workloads. Ça sera une conversation passionnante. Ça sera vendredi prochain à la même heure, c'est-à-dire dès 6h du mat', heure de Paris, dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous colliez, codez-le bien.